autrichiens qui travaillent sur ces questions-là. Ces choses-là sont mises en équation, c'est pas si facile que ça. Évidemment, sur le papier, ça marche toujours. Maintenant, on s'aperçoit que pour arriver à dévier un astéroïde, déjà, il ne faut pas qu'il soit trop gros pour pouvoir le dévier. Et avec les plus grosses bombes que l'on ait pu fabriquer, comme la grosse bombe russe, là, je sais pas, 30 mégatonnes, quelque chose comme ça, on n'a pas d'engin et de fusée suffisamment puissante pour la lancer dans l'espace et la faire exploser près d'un astéroïde. Voilà. Ça poserait des problèmes. Une deuxième solution, pas évidente aussi, mais un peu moins difficile quand même, c'est le scénario de la percussion. C'est-à-dire, cette fois-ci, on envoie un engin spatial à grande vitesse percuter un astéroïde, à nouveau non pas pour le détruire, mais pour le dévier légèrement de sa trajectoire. Alors ça, c'est au cas où on a un peu plus de temps, mais pas trop. Voilà. Maintenant, le dernier cas de figure, vraisemblablement ce sera le plus probable, un jour ça arrivera tôt ou tard, peut-être dans 50 ans, dans 1000 ans, on ne sait pas, et d'ici là, on saura faire ces choses-là. Ça s'appelle le remorquage gravitationnel, c'est une solution finalement extrêmement simple et que l'on saurait déjà probablement plus ou moins mettre en œuvre. Il s'agit simplement de mettre en orbite autour d'un astéroïde, à condition qu'il ne soit pas trop gros, pas trop massif, de mettre en orbite un vaisseau spatial. Assez massif tout de même, hein, pas un petit module lunaire ou quelque chose comme ça, et dont la seule masse, la seule attraction gravitationnelle va exercer donc une petite attraction et va le tirer hors de sa trajectoire, une sorte de filin invisible qui est un filin gravitationnel. C'est pour ça que ça s'appelle donc le remorquage gravitationnel. Mais pour ça, effectivement, il faut s'y prendre quelques dizaines d'années à l'avance. Mais comme je vous dis aujourd'hui, je vous ai raconté, enfin assez brièvement, évidemment, j'ai sauté beaucoup de choses importantes, vous trouverez tous les détails dans mes livres. On est capable maintenant de repérer, comme vous l'avez vu, les astéroïdes, en tout cas tous les gros de 1 km, on pense en connaître 95%. Bon, les plus petits, on en connaît moins, mais vous voyez qu'on est capable même de détecter des petits assez longtemps à l'avance. Donc les gros, on les découvre, on les connaît maintenant plusieurs dizaines d'années à l'avance. On peut calculer les trajectoires même sur plusieurs siècles, sauf quand il y a des phénomènes de résonance comme pour Portutatis. Et donc en principe, on a devant nous au moins 50 ans, éventuellement, pour mettre en action ce genre de choses. Alors, justement, il y a par exemple des groupes, et même l'Agence spatiale russe également, qui a suggéré que lors du prochain passage d'Apophis, le 13 avril 2029, à 32 000 km de la Terre, ce serait une bonne opportunité pour commencer à tester en grandeur nature l'un de ces scénarios, par exemple, enfin, pas le scénario de l'explosion de surface de la percussion, bien entendu, mais par exemple le scénario de remorquage gravitationnel. J'ai dit en cours d'exposé qu'on sait déjà faire des rendez-vous astéroïdaux, puisqu'on a eu déjà des sondes spatiales. Vous savez, donc, je les ai montrés, qui se sont posés même sur des astéroïdes. Donc, cette méthode, effectivement, de mise en orbite d'un vaisseau spatial en 2029, autour d'Apophis, pour voir un petit peu comment ça marcherait. Et, éventuellement, ce ne serait pas une mauvaise idée d'y réfléchir. Maintenant, évidemment, ça coûte de l'argent, et comme le risque il est au niveau zéro de l'échelle de Turin, ce serait quand même étonnant que l'agence spatiale accepte de financer cela. Voilà. Bon, voilà un petit peu une toute petite partie d'une très longue et très belle histoire que je raconte donc essentiellement dans ces deux ouvrages-là, qui s'appelle Astéroïdes, et puis qui a été réactualisé très récemment, donc en insistant précisément sur les dernières découvertes, les scénarios de déviation sur cette Terre en danger. J'aurais préféré que l'éditeur mette un point d'interrogation, mais non, il a voulu frapper un peu les imaginations à l'approche du 21 décembre 2012. Donc ça s'est fait simplement ou éditorial. Voilà. Je vous remercie et je répondrai très volontiers à quelques-unes de vos questions. Vous m'entendez là? Oui. Vous avez des questions certainement? Je vais passer parmi... Moi j'en ai une. Vous avez commencé l'exposé en disant qu'il y avait peu de différence entre comètes et astéroïdes. On peut développer un petit peu? Oui, alors quand je dis peu de différence, disons que jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on faisait une très nette différence. Aujourd'hui, simplement, on trouve des corps qui sont un petit peu intermédiaires entre des comètes, qui seraient en fait les boules de neige sales, mais peut-être avec quand même pas mal de rochers dedans, puisque tout de même un noyau, comme le noyau de la comète de Halley, c'était un noyau rocher d'une dizaine, d'une quinzaine de kilomètres, tout de même, donc c'est pas uniquement des poussières dans une boule de neige. Et puis d'autre part, on découvre de plus en plus des astéroïdes qui sont glacés, et notamment, pas trop les astéroïdes de la ceinture principale, mais les astéroïdes par exemple de la ceinture de Kuiper sont des corps glacés.
Donc c'est pour ça que depuis qu'on a découvert, qu'on exporte de plus en plus cette ceinture de Kuiper, où l'on découvre donc également une série de corps que l'on aurait pu appeler planètes jusqu'à ce qu'on débaptise Pluton, et que l'on classe tout ça sous les nouvelles catégories de petits corps classés du système solaire, on découvre donc une quantité d'objets intéressants, un peu intermédiaires entre les comètes classiques et les astéroïdes classiques. Voilà. Ah oui, parce que la ceinture de Kuiper, si c'est des comètes, elles ne sont pas actives. Donc, comme elles sont potentiel, les comètes, c'est-à-dire un réservoir potentiel des comètes. Et beaucoup de comètes à courte période, puisqu'elles sont à courte période, ça veut dire qu'elles ne vont pas dans le nuage de Oort, qu'elles leur aphélie, c'est-à-dire le point le plus éloigné, se trouve dans la ceinture de Kuiper. Donc ce seraient des comètes qui auraient été déstabilisées de leur trajectoire normale dans la ceinture de Kuiper par des instabilités gravitationnelles et qui auraient pris des orbites très excentriques et qui les referaient remonter périodiquement jusque dans leur lieu d'origine, la ceinture de Kuiper. Et pourquoi dans la ceinture principale, ce sont principalement des astéroïdes de type pierreux? C'est pas, je ne comprends pas pourquoi. Normalement, ce sont peut-être des corps qui ont essayé de se différencier. Il y a donc eu des noyaux de fer. Oui, alors seuls les très gros ont pu commencer à se différencier un petit peu, mais la plupart des astéroïdes sont beaucoup trop petits pour être différenciés. D'ailleurs, on a vu les photos, à part Cérès, Pallas, etc., qui sont à peu près circulaires, parce qu'ils ont la taille dépassant la taille critique pour que la gravité sculpte leur forme sphérique. Les autres sont des cailloux de forme arbitraire, et donc ils n'ont jamais été différenciés. Je veux dire, c'est quand même les silicates qui sont les éléments les plus abondants dans le système solaire par rapport au fer et nickel. C'est pour ça qu'on estime seulement à peu près à 5% la fraction d'astéroïdes qui serait réellement métallique, ce qui n'empêche pas qu'il y a des métaux malgré tout dans les astéroïdes silicatés, bien entendu. Alors, question. Voilà, il y a un bras qui se lève là-bas, j'arrive. Qui est-ce qui a levé le bras? Voilà, ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai été attentif et j'ai bien sûr apprécié, comme toute la salle certainement, votre rapport scientifique. Mais vraiment, je ne peux pas m'empêcher de considérer le titre et la conclusion, en quelque sorte, de votre exposé, la Terre en danger. Vraiment, il me semble que l'homme, s'il a à faire preuve de sagesse et d'intelligence, a beaucoup plus intérêt et d'immédiateté à balayer devant sa porte que de remettre en cause l'ordre du cosmos. Si vraiment la Terre est en danger, et c'est prouvé, tandis que là, vous ne faites que de citer des éventualités avec des probabilités infimes, l'homme a prouvé que lui met la Terre en danger. Oui. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'émettre cette considération. Tout à fait, oui. Alors je suis en partie d'accord avec vous, en partie seulement. Je suis en partie d'accord d'abord sur le titre un petit peu excessif, la Terre en danger, parce que d'abord, les astéroïdes ne mettent pas la Terre en tant que planète en danger. Ce que ça met en danger, ce sont les espèces vivantes, éventuellement, sur Terre, puisqu'il y a eu ces extinctions massives d'espèces. Donc, il y a un danger potentiel pour, effectivement, la couche de vie à la surface de la Terre. Je l'ai dit au tout début, je ne sais pas si vous êtes arrivé au tout début, j'ai dit au tout début, quasiment la première diapo que j'ai montrée, j'ai dit d'abord que la Terre souffrait d'un certain nombre, effectivement, d'inquiétudes, que l'homme s'escrimait avec beaucoup de mal, d'ailleurs, à essayer de résoudre, où il ne s'agit pas effectivement de déranger l'ordre cosmique, comme vous le dites, ou de modifier l'ordre cosmique. Y a-t-il un ordre d'ailleurs? C'est pas du tout évident. Mais c'est donc effectivement balayer devant sa porte, c'est-à-dire régler le problème de l'eau potable, de la biodiversité, du réchauffement climatique, tout un nombre de choses. Je ferai remarquer que tous ces problèmes un petit peu
relativement localisés à la planète et qui ne font pas intervenir effectivement d'éléments extraterrestres en général, finalement on n'a pas de solution. Tandis que paradoxalement, le danger potentiel présenté par des astéroïdes, vous voyez que c'est finalement à terme peut-être le danger le plus important, parce que je veux dire, c'est pas un réchauffement climatique qui va faire une extinction massive d'espèces, c'est pas le problème de la biodiversité, hein, bien entendu. Ça fait beaucoup d'ennuis, mais pas d'extinction massive d'espèces. En revanche, des gros impacts, oui, ça fait des extinctions massives d'espèces. Et finalement, c'est peut-être de tous les dangers qui menacent la planète à court ou moyen ou long terme, c'est le seul sur lequel on commence à effectivement avoir des solutions envisageables. Voilà, donc je pense que c'est tout de même quelque chose qui est intéressant et digne d'être étudié. De toute façon, l'étude des astéroïdes, l'étude purement scientifique des astéroïdes à eux-mêmes est fascinante, puisqu'on apprend beaucoup de choses sur l'histoire du système solaire. Il y a aussi ces aspects qui vous paraissent peut-être un petit peu science-fiction,